Les États-Unis ont l'air un peu idiots, car alors qu'ils assurent que leur blocus fonctionne, en réalité, les données indiquent tout le contraire. Et bien sûr, il faut mentionner la façon dont la Chine s'est imposée et comment, selon des informations provenant de sources ouvertes, les navires chinois traversent le blocus américain. Mais en plus, à cette prise de position chinoise, à cette mobilisation absolument inattendue, où la Russie et la Chine sembleraient même coordonner apparemment des actions communes en Iran et partout dans le monde, précisément à cause de la situation en Iran. Là où les États-Unis parlent d'un succès après l'autre, ce qui se produit en réalité, c'est un échec retentissant du blocus qui de toute façon était évident qu'ils n'auraient jamais dû mettre en place. Le défi lancé à Donald Trump est très révélateur. Les pétroliers chinois sont en train de briser le blocus du détroit d'Ormuz et débloquent donc ce message de Donald Trump qui mettait le monde entier en danger, qui l'affirmait. Désormais, plus rien ne passera par le détroit, et qui, par conséquent, menaçait avec une quantité de ressources de plus en plus réduite au sein des économies de ces pays, qui participaient effectivement aux échanges économiques d'une manière ou d'une autre, en traversant ou en revenant du détroit. Le pétrolier chinois, ici, est sans aucun doute la démonstration la plus importante. Je me souviens d'environ 250 000 barils qui ont réussi à passer sous le nez des États-Unis, selon des informations provenant de sources ouvertes. C'est clairement un défi très révélateur pour Donald Trump de la part de la Chine. Et il devrait, en principe, arrêter les deux navires. Risquer une autre guerre commerciale, donc avec la Chine, et apparaître une fois de plus comme une personne lâche. C'est le choix que les États-Unis ont, et présenter les États-Unis comme un pays absolument faible et affaibli, ce qui est presque encore plus préoccupant. Et pourtant, il ne semble pas que ces arrestations soient en cours et il ne semble donc pas que ce contrôle soit exercé. L'objectif du détroit d'Ormuz, qui a été mentionné tant de fois par les États-Unis lors de cette dernière journée d'information, est effectivement entièrement sous contrôle chinois. Un tiers de son pétrole, de ses ressources énergétiques, est acheminé et transporté par le détroit d'Ormuz. Alors, vous me direz à quel moment la Chine pourrait permettre aux États-Unis de lui dicter par où passer ou ne pas passer. C'est la première conclusion clé. Qu'est-ce qui s'est passé et quels navires ont pu passer? Évidemment, il y a des navires de pays qui ne naviguent pas sous leur propre pavillon. C'est important à préciser avant que nous lisions la liste, mais ce qui est intéressant ici, ces éléments et navires ont déjà été confirmés. Le Rich Starry, appartenant à la Chine, qui navigue sous pavillon chinois, c'est-à-dire de manière absolument ouverte, sans aucun problème. Apparemment, et selon les informations fournies par diverses sources de surveillance, il a pu traverser le détroit d'Ormuz, pendant que Donald Trump prononçait son message glorieux et célébrait activement et ouvertement que le blocus contre l'Iran est un véritable succès. Que les grands États-Unis démontrent une fois de plus leur puissance au niveau international. Et que les grands États-Unis sont ceux qui décident de l'évolution de la situation dans le détroit d'Ormuz. Rien n'est plus éloigné de la réalité, je vous l'assure. Parce que les sources que nous utilisons, et surtout, non pas les nôtres, mais celles utilisées au niveau international, eh bien, elles disent tout le contraire, je répète. Au moins 6 navires ont réussi à franchir ce blocus. Rich Starry venant de Chine, Murli Kishan. Qui navigue sous le pavillon de Madagascar? Peace Gulf. Qui navigue sous le pavillon du Panama? El Peace. Qui navigue sous le pavillon des Comores? Et le vraquier Christiana du Liberia, certains d'entre eux. Ils avaient également été sanctionnés auparavant par les États-Unis. Et ils opéraient avec des cargaisons iraniennes. Le Rich Starry, un équipage chinois. Une cargaison d'environ 250 000 barils de méthanol. Il est parti tranquillement de Jamria, les Émirats arabes unis, il a traversé le détroit d'Ormuz et il est arrivé tranquillement, sans aucun problème. Dans le golfe d'Oman, le Peace Gulf, qui se dirige vers le port de Jamria, également aux Émirats arabes unis.
et Murli-Kishan vers l'Irak. Ils semblaient chargés du fioul, c'est-à-dire ces navires. En principe, ils traversent le détroit sans problème. Normalement, ils ne sont pas soumis aux restrictions, parce qu'en principe, ils ne se dirigent pas vers des ports iraniens, mais au contraire, l'Elpis et le Christiana sont partis de ports iraniens. Après l'annonce de ce blocus par les États-Unis, ils ont également navigué, c'est-à-dire qu'ils ont voyagé sans aucun obstacle. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons sur la table? Bien sûr, pareil, les États-Unis peuvent encore arrêter certains cargos, essayer d'enquêter sur la cargaison transportée, essayer de se faire remarquer, d'une certaine manière, au niveau international, essayer de montrer au monde qu'ils tiennent effectivement leurs paroles, mais en grande partie. Il y aura un grand nombre de navires qui finiront par entrer dans une sorte d'exception, qui finiront par signifier un certain type de besoin de faire marche arrière de la part des États-Unis. Définitivement, à quoi ils ne sont pas préparés et ce qu'on ne peut pas permettre, c'est un affrontement à l'échelle mondiale, et c'est une guerre, déjà d'une ampleur bien plus grande, qu'on puisse mener contre une hypothétique Chine, ou contre l'Inde, par exemple. Et pendant ce temps, des estimations circulent. Jusqu'à 20 passages au cours des dernières 36 heures, même si certains de ces passages ne sont pas confirmés, la dynamique montre que le trafic dans le détroit d'Ormuz ne s'est pas arrêté et qu'il est loin de s'arrêter. Cela se produit au milieu d'un déploiement naval très important des États-Unis. Et cela se produit donc dans une situation où les États-Unis ont énormément à perdre et où, pratiquement, avec tout ce déploiement, ils semblent se couvrir de ridicule de façon abyssale au niveau mondial. Et ce déploiement n'est pas seulement un déploiement ordinaire, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas seulement des navires militaires classiques. Il dispose de moyens bien plus importants. Tout cela, en mer d'Arabie, se trouve le porte-avions Abraham Lincoln. 7 destroyers. À proximité opère également un groupe amphibie. Au nord de l'archipel des Chagos, les lanceurs de missiles Tomahawk sont également présents, c'est plus que suffisant. Mais sur le terrain, les choses apparemment semblent très différentes. Annoncer un blocus s'est avéré être une chose, mais le mettre en œuvre, au final, s'est révélé être quelque chose de bien différent. Pour l'instant, il y avait quelques passages. Ils sont prévus à l'avance, ce qui pourrait effectivement être le cas, ou bien les armateurs assument simplement le risque, sachant que s'ils n'entrent pas dans les ports iraniens, ils ne seront probablement pas inquiétés. Et ceux qui entrent dans les ports iraniens, eh bien cela dépend aussi du pays qui les soutient. Ils se disent qu'on ne va pas non plus vraiment les déranger parce que les États-Unis en ce moment ne sont pas vraiment présents. Ils ne sont pas au mieux pour essayer de lancer des arrestations à grande échelle. Surtout si cela concerne des navires chinois ou indiens. Cela pourrait rapidement faire passer la situation à un autre niveau et ajouter de très sérieux problèmes aux États-Unis. Et ajouter des problèmes qui seraient bien loin, peut-être liés à l'Iran pour l'instant. Par conséquent, ce blocus 2.0 ressemble plutôt à une démonstration de présence qu'à une fermeture réelle du détroit. Et donc, le trafic continue. Les règles du blocus final. Elles ne sont pas encore clairement définies, et j'imagine qu'elles vont évoluer et changer très rapidement, d'une manière à laquelle les États-Unis devront nécessairement s'adapter, pour ne pas finir prisonniers, eux-mêmes, de leur propre politique navale, qui s'avère absolument néfaste et absolument désastreuse. En ce moment même, les États-Unis n'ont aucun contrôle, même s'ils essaient de faire croire exactement le contraire, et ce sont les grandes puissances qui détiennent le contrôle, qui ont décidé qu'elles pouvaient effectivement traverser le détroit, et que, sans aucun doute, précisément cela, traverser le détroit sans subir aucune conséquence de la part de la soi-disant grande puissance américaine, et pendant ce temps, ici. Le message le plus important, la Chine s'affirme. De plus, la Chine semble coordonner une sorte des mouvements ou une sorte d'opération avec la Fédération de Russie. Sergueï Lavrov est arrivé hier même. Pour nous, c'était hier. Pour certains, c'est au cours de la journée d'aujourd'hui. Il est arrivé à Pékin
Il est venu pour rencontrer les plus hautes autorités. En Chine, le détroit d'Ormuz est une route commerciale internationale très importante pour les marchandises et l'énergie. La stabilité et la libre circulation sont d'un intérêt commun pour la communauté internationale, déclarait le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Chine. Et maintenant, il semble qu'on soit en train de faire une coordination express entre la Chine et la Russie. Et ici, un point très intéressant, un point très important à mentionner. C'est que Sergueï Lavrov parle également avec Arakchi, son homologue iranien. La correspondante d'Al Jazeera affirme que l'objectif des États-Unis est d'asphyxier l'Iran en bloquant tout ce qui entre et sort des ports iraniens. Les États-Unis espèrent que l'Iran recevra la pression de certains de ses principaux partenaires commerciaux, y compris la Chine. Elle affirme en ajoutant que Pékin importe environ un tiers de son pétrole d'Iran. Les États-Unis espèrent exercer une pression sur la Chine. Que cela se traduise par une pression de la Chine sur l'Iran, obligeant finalement ce dernier à revenir à la table des négociations. Sergueï Lavrov a eu une conversation téléphonique avec son homologue iranien lundi, puis immédiatement après. Il est parti pour la Chine. Le plus haut diplomate russe a dit à Arakchi qu'il était très important de prévenir toute reprise des hostilités au Moyen-Orient. Il a affirmé que la Russie était tout à fait disposée à aider à trouver une solution à ce conflit, selon le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Lavrov a souligné l'importance de prévenir une nouvelle confrontation armée. Et Arakchi a raconté à Lavrov les détails des conversations entre les États-Unis et l'Iran, ce que j'imagine. Pékin et Moscou sont probablement déjà en train de réfléchir. Ils essaient de s'organiser pour fournir à l'Iran un soutien plus important et de meilleure qualité. Moscou et Pékin sont des partenaires économiques, politiques et absolument stratégiques. Ce sont des partenaires. À un niveau, peut-être des partenaires plus importants. Ce serait la Russie, seulement avec la Corée du Nord. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'autres pays, peut-être avec la Biélorussie. Et maintenant, ils sont en discussion pour effectivement débloquer tout ce qui est possible dans ce détroit, et ils sont sans aucun doute absolument disposés à apporter à l'Iran le soutien nécessaire. Et ils sont donc absolument disposés à offrir à l'Iran non seulement le soutien, à offrir au monde entier l'assurance que les États-Unis n'auront pas le dernier mot. En ce sens, il y a maintenant une sorte de négociation indirecte en cours et le niveau de l'enjeu augmente. En termes internationaux, parce que là où la Chine et la Russie ne se parlent pas, là où la Chine et la Russie planifient sans aucun doute une sorte d'action au niveau mondial et une sorte d'action très particulière, axée sur le fait de freiner les États-Unis qui semblent avoir pris trop d'assurance. Nous avons d'autres pays qui nous mettent tous en alerte maximale pour une guerre totale,